Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Juliette, ça buzz? Ça rigole déjà. Ça buzz, ça farte. Ça buzz et vous? Très bien, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les réseaux sociaux sans jamais avoir osé le demander. Politique sous influence, j'espère que vous n'avez pas passé trop de temps sur vos écrans et sur vos réseaux, mais que vous nous suivez en revanche sur notre hashtag PSI sur Twitter et sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Sud Radio bien sûr. Comme tous les samedis, nous allons décoder pour vous tout ce qui se trame sur les réseaux. On va parler des buzz politiques de la semaine. La campagne est en train de se perdre et de se gagner sur les réseaux. Alors on est là pour le décrypter. Il sera question de la retirada d'Arnaud Montebourg. Il sera question de banderilles plantées par Valérie Pécresse sur Jean-Jacques Bourdin. Il sera aussi question de Gilbert Collard. On va aussi vous parler des vacances de Monsieur Blanquer et de la manière dont les réseaux ont reçu ce que l'on appelle désormais l'Ibiza Gate. Que reste-t-il de la démocratie à l'ère du buzz et des infox? C'est une autre question qu'on va se poser ensemble et on va en parler avec un membre de la commission Bronner. Enfin, on va vous parler d'un Tinder de la politique, l'appli qui cartonne, Élise. Une appli peut-elle aider les jeunes et les moins jeunes citoyens à découvrir les programmes de la présidentielle? Allez, c'est parti pour Politique sous influence. Alors commençons par le citoyen Collard, Gilbert Collard, Juliette. Vous savez qu'il y a apparemment une sorte d'hémorragie au RN. Damien Rieu, l'influenceur qu'on a reçu ici même d'ailleurs, oui, du Rassemblement National, Jérôme Rivière, député européen, et désormais Gilbert Collard, un des piliers historiques, un des proches, des tout proches de Marine Le Pen. Pas encore annoncé officiellement. C'est vraiment là du teasing, hein, parce que il y a l'art et la manière de l'annoncer, et c'est probablement ce soir que ce sera officialisé. Mais c'est une indiscrétion qui est quasiment devenue une information. Et c'est assez contre-intuitif, Juliette, parce que normalement, quand un politicien quitte un parti pour aller dans un autre parti, abandonne un candidat pour rejoindre un autre candidat, c'est qu'il rejoint un candidat mieux placé dans les sondages et qui le propulse davantage dans l'avenir. Alors qu'en pensent les réseaux? J'ai regardé un peu les réseaux. On a les deux camps qui se déchirent. Le premier qui parle de trahison. Marine Le Pen a lancé, je ne sais pas si c'est elle qui l'a lancé ou si ça s'est fait spontanément d'ailleurs, je ne suis pas dans les petits papiers, mais une campagne par ses soutiens où ils postaient des vidéos, des photos d'eux avec Marine Le Pen et avec le hashtag fidélité. Ah oui, on en est là. On en est là, voilà, pour serrer les rangs. Pour resserrer les rangs, et puis évidemment les soutiens de Zemmour qui ne se sentent plus de joie. Voilà, tout simplement. On a les uns qui parlent de trahison, les autres qui sont ravis. C'est vrai que là, il y a quand même pas mal de ralliements pour Éric Zemmour, mais grosso modo, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'il y a, on va dire, beaucoup plus de ralliements du côté du Rassemblement National que du côté de LR. Oui, pour l'instant, c'est ça, l'union des droites. C'est un peu enfin, ça marche pas sur deux jambes, quoi. À voir. J'ai vu plein de tweets. J'ai l'impression que sur Twitter, tout le monde en sait plus que nous, Guillaume. Vous savez, il y a des petits indices. Il s'agirait de teaser un peu que apparemment il y a d'autres aliments qui vont se créer, mais on ne sait pas s'ils viennent de LR, on ne sait pas s'ils viennent de. On va prendre la semaine pour se rencarder. On racontera tout aux auditeurs la semaine prochaine de ce qui se trame justement. On va pas s'avancer. Non, on va pas s'avancer. Nous ne sommes pas au courant. On va parler d'un autre candidat, toujours les buzz de la semaine. Tout avait commencé avec un slogan original. Un autre candidat, vous êtes sûr? Et un peu facétieux, la remontada, et puis tout se termine en dégringolada. Et aujourd'hui, c'est carrément la retirada. Et oui, premier buzz de la semaine, ou deuxième plutôt, c'est le retrait qu'on attendait ou pas de la candidature Montebourg à l'élection présidentielle. Pour être honnête, on avait presque un peu oublié que l'ancien ministre de l'économie était candidat depuis qu'il avait emprunté, vous vous rappelez, une mesure à Madame Le Pen et à Monsieur Zemmour. Vous vous rappelez, il avait dit vouloir bloquer les transferts d'argent privés vers les pays refusant de rapatrier des migrants illégaux. Ça avait provoqué un tollé énorme à gauche, allant jusqu'à la dissolution du groupe officieux Les Jeunes avec Montebourg, qu'ils avaient lâché, ils avaient supprimé leur Twitter. Et après avoir tenté le coup de la dernière chance en prônant une primaire des gauches, vous vous rappelez, il avait essayé de contacter par téléphone chacun des candidats, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, mais en vain, tous se refusant à soumettre leur candidature à cette énième épreuve. Et c'est donc dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux qu'Arnaud Montebourg a annoncé qu'il s'était finalement rendu à l'évidence. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre,
absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, en homme sincèrement engagé pour que la France fasse d'autres choix, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. En homme libre donc et avec dignité, la vidéo honnêtement était plutôt bien reçue sur les réseaux sociaux. Nombre d'internautes saluant son humilité, son honnêteté, donc de la part du candidat. Et si la nouvelle n'est pas vraiment surprenante, ce qui n'était pas écrit en revanche, c'est qu'Arnaud Montebourg se retire sans pour autant apporter son soutien à qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est que ces idées continuent leur route et qu'elles finissent enfin par arriver au pouvoir et à se concrétiser. Aujourd'hui, je les confie à toutes celles et tous ceux qui voudront s'en emparer et les porter plus loin, plus haut que je n'ai pu moi-même le faire. En fait, Arnaud Montebourg, c'est sans doute un homme qui vaut beaucoup mieux que son image. Il donne une image de quelqu'un d'un peu facétieux, pas toujours sérieux, en faisant un peu trop, alors qu'en réalité, c'est un homme vraiment de dossier. Il l'a montré quand il était au ministère du redressement productif. Et je pense sa démarche était relativement sincère et tout sauf politicienne. Et son retrait, d'ailleurs, le confirme. Mais tout à fait. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que la vidéo sur les réseaux sociaux qu'il a postée, quand je la regarde en entier, et qu'il dit que ses idées n'appartiennent plus à sa famille politique, je pense qu'il a tout à fait raison. Ça n'a plus rien à voir avec sa famille politique. Écoutez, puisqu'on est vraiment qu'entre nous et que personne ne nous écoute, je vais faire une confidence. Je pense qu'en réalité, le secret, c'est que la droite, dite nationaliste ou souverainiste, a piqué le programme de Jean-Pierre Chevènement de 2002. C'est bien pour ça que plus personne n'habite là où il croit habiter, ni l'extrême droite ou la droite souverainiste, ni d'ailleurs la gauche Montebourg. Vous savez qu'Arnaud Montebourg est proche de Jean-Pierre Chevènement. Bon. Deuxième buzz. On va rester dans la course des petits chevaux présidentiels avec les traînées de bons et de mauvais buzz. Alors, on ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais buzz, mais ça implique tout de même Madame Pécresse. Expliquez-nous. Mardi soir, la candidate LR à la présidentielle nous a offert un de ces rares moments de télévision qui reste pour longtemps, un coup d'éclat pour tenter de relancer sa campagne, un peu endormie, il faut le dire, depuis sa victoire aux primaires. Invitée dans l'émission politique de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, intitulée La France dans les yeux, l'équipe de campagne de Valérie Pécresse a appris avec stupeur, 3 jours avant le passage, qui était plutôt crucial pour la candidate. Oui, c'est un moment important. Voilà, que Jean-Jacques Bourdin faisait l'objet d'une plainte pour tentative d'agression sexuelle et de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc là, on aurait pu dire, si ça lui pose un problème de principe, elle va pas y aller. Désarroi de taille, parce que la candidate, on le sait, s'est engagée à mettre en place, en cas d'élection, une juridiction spécialisée sur les violences au sein de la famille. Et en même temps, il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé longtemps pour que se réalise cette émission. Donc comment rester en cohérence avec l'engagement de campagne de Valérie Pécresse tout en participant comme si de rien n'était à l'émission d'un mis en cause à qui on doit tout de même la présomption d'innocence. L'équipe de campagne de Valérie Pécresse a bien essayé de demander un retrait du journaliste au profit d'un autre, mais la chaîne a refusé. Pourtant, Valérie Pécresse a trouvé une autre solution. Il faut dire que l'annulation a vite été écartée. Il y avait trop d'enjeux pour cette émission. Et elle a trouvé une solution. D'accord pour participer, mais Valérie Pécresse commencerait l'émission par une courte introduction sur le sujet de la plainte en question. BFM TV a accepté cette condition sans pour autant avoir le privilège de connaître la teneur des propos à l'avance. Suspense. On imagine la tension dans les coulisses de l'émission avant qu'elle ne commence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas déçu. Face à un Jean-Jacques Bourdin pétrifié, elle a entamé son monologue que peu auront la capacité d'égaler en termes de malaise. On peut écouter ça ? Oui. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Alors, est-ce que ça a marché sur les réseaux, cette affaire ? Oui, alors forcément, la séquence a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. L'équipe de campagne de Valérie Pécresse, elle, s'est félicitée de ce buzz. La séquence a même été rediffusée sur son TikTok.
Car oui, Valérie Pécresse a aussi un TikTok. Je ne le savais pas, mais c'est tout à fait récent. Pour le moment, le succès n'est pas de taille. La candidate n'a pas encore dépassé les 1000 abonnés. Oui, donc ça prend pas vraiment. On va mettre un petit coup de collier quand même. Mais d'autres internautes, eux, ont jugé la scène insupportable en dénonçant une instrumentalisation. C'est le cas d'ailleurs il y a un petit côté gênance quand même dans cette affaire. Hein. C'est quand même, l'homme est à terre, il ne peut pas se défendre. Peut-être est-il coupable, on n'en sait rien, mais elle utilise la présomption d'innocence et elle piétine la présomption d'innocence. Je trouve que c'est une conception bien particulière justement de la présomption d'innocence. Ah bah là, on est dans la présomption de culpabilité parce qu'il s'agit d'un journaliste, un peu de populisme, et d'un homme blanc de plus de 50 ans, etc. Donc ça, c'est un peu contradictoire sur le plan politique parce que c'est un peu les codes du wokisme à la sauce LR. Oui. C'est ça, hein. Et vous savez, comme les internautes d'ailleurs sont très cruels, ils ont ressorti, vous savez, on adore ça, ressortir des vieux tweets. C'est 2011, ça, on peut rien effacer. On peut, sauf que là, ça n'a pas été le cas. 2013, où elle affichait son soutien à Georges Tron. Lui, condamné plus tard à 5 ans de réclusion pour viol en réunion et agression sexuelle. Et elle fustigeait au passage une absence de considération pour la présomption d'innocence de la part des politiques. Ouais, selon que tu seras LR ou que tu seras journaliste, on traitera différemment. C'est un peu la morale de l'histoire. Bon, on va faire allusion à un autre buzz maintenant qui fait aussi beaucoup réagir les réseaux. C'est un autre petit coup de populisme finalement anti-journalistique, puisque on va voir que dans l'opinion quand même, politiques et journalistes entretiennent parfois une certaine forme d'intimité, peuvent se la couler douce. C'est une allusion à l'Ibiza Gate qui vise Monsieur Blanquer. Donc restez avec nous, on en parle tout de suite après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, on va continuer à passer les buzz politiques de la semaine à la loupe, de politique sous influence. Vous n'avez pas pu échapper, chers auditeurs, à cette information cruciale pour notre démocratie. L'émotion a été forte, et pour cause, c'est du jamais vu sous la Ve République. La semaine dernière, un ministre en exercice de l'Éducation nationale est parti 4 jours en vacances. Je répète, 4 jours en vacances. C'est ça, Juliette ? Eh oui, Jean-Michel Blanquer est parti en vacances. Mais c'est un thug, c'est un ouf. Il est parti en vacances à Ibiza. D'accord, incroyable. Décidément, ces ministres se croient tout permis. Bon, je reprécise. Comme vous le savez, le ministre avait dévoilé les grandes lignes du tout nouveau protocole sanitaire dans une interview aux Parisiens le dimanche 2 janvier, à la veille de la rentrée des classes. Ça n'avait pas du tout plu à tout le monde, notamment en raison de la date très tardive de ces révélations, laissant très peu de temps aux établissements pour se mettre en place. Un énième protocole qui avait donc provoqué la colère de nombreux enseignants et enclenché une grève, celle du 13 janvier. Ce qui a choqué, en somme, c'est l'article du journal Mediapart qui a révélé au public que l'interview du Parisien en question avait été donnée en visioconférence alors que Jean-Michel Blanquer se trouvait à ce moment-là en vacances de 4 jours sur l'île des Baléares à Ibiza. Mais Juliette, je vous pose la question, est-ce que le problème n'était pas d'abord que le protocole était publié dans la presse et pas envoyé aux établissements et que ça s'est fait le dimanche soir pour le lundi matin ? C'est plus important qu'Ibiza, non ? En fait, oui, mais Ibiza est venu... Ah, et en top. Ibiza, on pense tout de suite aux boîtes. C'est vrai que communiquer contraintes sanitaires depuis Ibiza, c'est un peu comme parler de la canicule depuis le Groenland. Il y a un côté donc révélation faite, tollé immédiat. Le ministère a répondu à l'AFP que les ministres étaient autorisés quand même à prendre des vacances, bien évidemment. À moins de 2 heures d'avion. Exactement, sous réserve qu'elle se passe à moins de 2 heures d'avion maximum de Paris, et que le Haut Conseil à la santé publique, n'ayant rendu son avis que dimanche à 17h, le protocole n'aurait donc pas été rendu plus tôt si le ministre avait été présent. On écoute Jean-Michel Blanquer sur TF1. Les choses auraient changé si j'avais été ailleurs ou même si j'étais resté à Paris. Et là aussi, la réponse est non, puisque, comme vous le savez, nous attendions l'avis du Haut Conseil de la santé publique qui est tombé le 31 décembre. En réalité, j'ai pris 4 jours de congé et j'ai travaillé pendant ces 4 jours. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet. Bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu, mais sur le fond, ça ne changerait rien. Bon, malheureusement, Guillaume, vous connaissez la viralité des réseaux sociaux. Protocole tardif, ministre à Ibiza, les 2 informations n'ont pas fait bon ménage. Ça même fait bug, là. Mais enfin, est-ce que c'est plus grave ? Je dirais au hasard, l'exemple évidemment au hasard.
que d'annoncer des choses sur les gilets jaunes alors que le Fouquet's brûle et qu'on est sur les pistes de ski. Qu'est-ce qui est le plus grave? Je ne sais pas. Mais enfin bon, là, revenons à notre affaire de Blanquer. Et l'Ibiza, c'est le lieu, mais c'est aussi le timing qui pose problème. Oui, bien sûr. Les syndicats d'enseignants ont eu beaucoup de mal à avaler la pilule, témoignant d'un sentiment de mépris de la part du personnel de l'éducation nationale. Immédiatement sur Twitter, tout a explosé. Le ministre de l'Éducation a eu à son tour le droit à un hashtag, le hashtag Blanquer démission, relayé par des personnalités de droite comme de gauche. On peut citer la députée LFI Mathilde Panot qui tweet, je cite, « Trop c'est trop, Jean-Michel Blanquer doit démissionner ». Yannick Jadot aussi de son côté qui nous dit, au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sous Covid, le ministre organisait un coup médiatique les pieds dans le sable. Ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable. Je demande à nouveau la démission de Jean-Michel Blanquer. Oh, c'est de bonne guerre. Le ministre n'est pas prêt d'oublier ses vacances, d'autant qu'après la colère des syndicats puis des élus, c'est au tour des Français de donner leur avis avec ce sondage BVA pour Orange et RTL, selon lequel 48% des Français se disent choqués par les vacances de M. Blanquer. Bon, moi, ce qu'on peut dire, c'est que M. Blanquer, c'était plutôt le bon élève de la Macronie. C'était plutôt un avantage dans la campagne de M. Macron. Là, il n'est pas sûr qu'il soit sur le devant de la scène. Ouais. Bon, sur les réseaux, en tout cas, il a subi une réelle humiliation quand même, parce que vous savez que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les internautes peuvent être très cruels. Et il n'allait sûrement pas louper cette occasion de rire un peu. Quelques jours après les révélations de Mediapart, il y a une vidéo qui a tourné, une dizaine de personnes qui se sont réunies sous les fenêtres du ministère de l'Éducation nationale pour protester de manière très originale, en maillot de bain, masque à l'effigie de Jean-Michel Blanquer sur la tête, et ils se sont déhanchés autour d'un homme qui était le sosie du ministre Blanquer en costume. Honnêtement, c'était plutôt un bon sosie, et je vous cache pas, la scène était assez poilante. Au milieu des manifestants qui dansent, une pancarte avait été placée sur la façade du bâtiment du ministère, où on pouvait lire « Réunion protocole sanitaire en cours, ne pas déranger monsieur le ministre ». En fait, il y a un côté vraiment très frais. On imagine monsieur Blanquer au platine. Enfin bon, toute cette bonne guerre. Les manifestants ont vite été délogés par les forces de l'ordre, mais pas avant que des images aient été capturées et déversées un peu partout sur Twitter. Le folklore Ibiza a été décliné jusqu'à... Voilà, mais sans compter d'ailleurs tous les autres détournements du ministre en tenue hawaïenne sur des plateaux de télévision, etc. Bon, toute cette histoire résumée par le hashtag IbizaGate ne s'est pas tout à fait terminée là, Guillaume. Parce que sur la chaîne... Là, on rentre dans le dur. Là, je sens qu'on va vraiment... Ça aurait pu être fini, mais non. Parce que sur la chaîne i24 News, ce mardi 18 janvier, un débat a eu lieu, si on peut appeler ça comme ça, a eu lieu sur l'émission Conversation avec Anna Cabana, sur justement cette politique des vacances du ministre. Problème. Anna Cabana n'est autre que l'épouse de Jean-Michel Blanquer. Oui, parce qu'il faut dire que le séjour à Ibiza, c'était non seulement 4 jours de vacances pour un ministre, et c'est bien elle qui était présente à ses côtés. Ils sont mariés, ça. À Ibiza. C'est un peu la lune de miel, en réalité. Tout à fait, elle était présente à Ibiza avec lui. Elle a organisé un débat sur cette affaire. Côté déontologie, l'émission a donc posé question, d'autant plus que si la journaliste, elle, est restée plutôt en retrait du débat, le plateau, lui, était composé d'invités acquis à la cause du ministre et qui n'ont pas vraiment hésité à défendre ce dernier à l'unisson au cours de ce vrai-faux débat, quoi. Malgré l'évident problème posé par cette émission qui peut tromper un spectateur non averti, Anna Cabana s'est défendue de toute manipulation et a dit avoir fait preuve de transparence. Elle a dit ça avant ou après l'émission ? Après. Mais l'extrait qui circule sur les réseaux sociaux crée quand même une sorte de malaise. On va écouter. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, eh bien, les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer, sachant que tout ça intervient au moment où les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation qui devrait avoir lieu jeudi. Voilà, donc... malaise, elle omet juste de dire que là, il y a quand même une idée, c'est-à-dire que toute communication désormais du ministre de l'Éducation nationale pourrait être entrecoupée, chaque déclaration, d'un peu de musique techno. Ça mettrait un peu d'ambiance, non? Là, c'est tout de suite très différent, le ministère de l'Éducation nationale, vous voyez. Elle s'est défendue dans le Parisien, elle a dit « Tapez mon nom sur Internet, l'information est partout. C'est même écrit sur ma fiche Wikipédia. Tout le monde sait que je suis la campagne de Jean-Michel Blanquer. » Mais bon, tout le monde ne connaît pas Anna Cabana et tout le monde n'a pas eu cette idée. Et finalement, Guillaume, ce qui pose réellement problème dans cette histoire,
c'est surtout en fait l'absence de débat contradictoire sur ce plateau. C'est-à-dire qu'il faut redevenir un instant sérieux. En fait, le problème, me semble-t-il, central, c'est qu'il y a d'abord de la part des politiques la tentative de faire un peu du populisme, parfois du populisme y compris un peu centriste, c'est-à-dire de taper à bras raccourcis sur les journalistes pour un peu se faire valoir, parce qu'ils savent que les journalistes ne sont pas très populaires. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'autant il y a une attaque des politiques par les journalistes, autant il y a quand même un espèce de réflexe corporatiste. En presse écrite ou à la radio, on le fait d'ailleurs en ce moment, on a entendu parler de cette affaire Anna Kavanagh, pas trop, un peu mezzo voce. Sur la presse télévisuelle, c'est-à-dire là le média où intervient Anna Kavanagh, on n'en a quasiment pas parlé. Donc ça alimente un soupçon, les journalistes protègent entre eux. Finalement, et c'est ça qui est relativement malsain. Ouais, et c'est assez mauvais pour l'image, parce que très mauvais pour l'image de la profession, et on aboutit à une idée que finalement c'est les réseaux sociaux versus la presse. Alors on essaye ici de faire le lien entre les deux, mais ça me paraît assez malsain. Les réseaux sociaux ont leur fonction, ont leur rôle, mais il faudrait que le sang circule entre les deux. Et Anna Kavanagh a le droit de faire son métier de journaliste aussi. Le problème, c'est surtout le plateau. Personne ne dit le Les contraire. chroniqueurs n'en finissent plus de trouver des arguments pour ridiculiser le scandale du Bizagate, défendant un ministre en télétravail qui faudrait un jour commencer à vivre avec son temps. Et après tout, Monsieur Blanquer n'était pas, je cite, en rêve parti en train de danser sous extasie. Donc tout va bien. Bon, en résumé, un ministre homme doit faire son autocritique sur TF1 car il a pris 4 jours de vacances. Son épouse, journaliste, peut organiser un petit débat entre amis. Ça passe crème. Bon, il y a bien un truc qui tourne plus très rond de démocratie. Et d'ailleurs, on en parle juste après. C'est la commission Bronner. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors la démocratie est-elle en train de bugger? Je me suis fait voler mon élection, c'est la faute à Twitter. Je me suis fait piquer mon agora, c'est la faute au GAFA. On en parle sur politique sous influence, de l'influence des réseaux sur notre démocratie. Et pour en parler, on reçoit tout à l'heure Jean Garrigue, professeur des universités, historien, spécialiste de l'histoire politique qui appartient à la commission Bronner. Expliquez-nous d'abord cette commission Bronner, Juliette. Alors, la commission Bronner, présidée par le sociologue, du coup, Gérald Bronner, le rapport a été remis au président de la République, les conclusions et les 30 recommandations de son rapport intitulé « Les lumières à l'ère du numérique ». À l'ère numérique. Emmanuel Macron a reçu ce rapport. Ambitieux comme ça, les lumières à l'ère numérique. Il a évoqué un travail fondateur, il a souhaité qu'il puisse être diffusé largement et permettre d'enrichir le débat démocratique. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un texte de 124 pages qui vise à trouver des solutions à la lutte contre la désinformation en ligne. En gros, c'est une volonté de contrer d'éventuels impacts négatifs d'Internet et des réseaux sociaux sur l'information des citoyens. Et, selon les mots du président, à bâtir, à reconstruire ou refonder des lumières à l'ère numérique. Merci Juliette. Jean Garrigue, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Et bonjour. Bienvenue sur Politique sous influence. Merci. Vous êtes historien, vous appartenez bien sûr à cette commission Bronner qui a remis son rapport. Et la première question qu'on a envie de poser à l'historien que vous êtes, c'est que les infox, c'est quand même vieux comme le monde, non? Exactement, c'était d'ailleurs l'une de nos premières discussions. Mais comme vous le savez, les médias numériques aujourd'hui ont démultiplié les capacités d'information, de communication, et de la même manière que ce type de désinformation ou d'information incomplète ont animé la réflexion de ceux qui réfléchissaient il y a des siècles sur l'imprimerie, sur le livre, plus tard sur la télévision. Bien, je pense que c'était intéressant et c'était d'abord notre motivation de réfléchir à la manière dont on peut diffuser le plus efficacement possible, le plus largement possible, le savoir, l'information dans les réseaux numériques. C'est-à-dire que notre démarche n'était pas du tout une démarche, je dirais, restrictive ou liberticide. C'était le contraire, en fait. Notre idée, parce que nous étions en majorité des chercheurs, c'était d'abord d'avoir une connaissance la plus approfondie possible de tout ce qui a été écrit, réfléchi sur cette question. Comment diffuser le savoir sur les réseaux sociaux? Et Dieu sait qu'il y a une littérature énorme que connaît très bien justement Gérald Bronner. Et puis surtout d'essayer de voir comment diffuser justement ce savoir de la manière la plus efficace.
sans justement qu'ils soient perturbés par de fausses informations, par et éventuellement des idées complotistes, enfin par des choses qui polluent finalement le débat démocratique et l'information générale. Et autre question notre idée. À l'historien, puisque vous êtes un peu un spécialiste de la chronologie, tout de même, là, on est à pratiquement au mois de février, donc à 3 mois du scrutin majeur de la démocratie française. C'est quand même un peu curieux, si ces réseaux sociaux posent tellement de problèmes pour fausser le jeu démocratique, de penser à remettre les choses d'aplomb à 3 mois d'un scrutin, non? Vous n'avez pas l'impression d'avoir été vaguement instrumentalisé? Pas du tout, mais bon, ça mériterait de même si la question est importante, que vous traitez. Discussion, parce que précisément, à nos yeux, en tout cas ceux qui ont accepté de siéger dans cette commission, qui venait d'horizons divers, à la fois, je dirais, scientifiques et intellectuels divers. Non, notre idée, c'était justement de donner une contribution à la compréhension de ces phénomènes. Très, très clairement. Et c'est vrai que nous aurions souhaité avoir plus de 3 mois pour réfléchir. Ça nous a obligés à faire le forcing pendant ces 3 mois. Ouais, c'était 100 jours, c'était un peu court, ça a été mentionné. Les 100 jours, on n'est pas Franklin Roosevelt ou Bonaparte, et donc c'était trop rapide pour nous. Mais ça pouvait se comprendre, puisque justement, il fallait pas interférer avec la campagne électorale. Mais on aurait sans doute préféré que la réflexion soit lancée bien en amont pour avoir un peu plus de temps. Mais disons que comme nous concevions, et c'est conçu comme ça, je crois, ce rapport comme une contribution dont chacun peut s'emparer, puisque le texte du rapport est consultable sur les sites officiels. Oui, et honnêtement, c'est un travail de très grande qualité. J'incite tout le monde à le regarder. C'est un travail très fouillé, très intelligent. Vous posez vraiment des questions très intéressantes. Là, c'était un peu la question sur le contexte. Est-ce que les réseaux sociaux sont déjà assez coopératifs, non, avec le gouvernement sur la désinformation? On le voit notamment sur le vaccin. Ça dépend des sujets. Oui, en tout cas sur le vaccin, c'est très efficace. Il y a la suppression de comptes à gogo, il y a les messages de compléments d'information gouvernementaux à chaque fois qu'on prononce le mot vaccin. Peut-être que vous pouvez la donner, cette anecdote, elle est vraiment intéressante. Oui, parce qu'en fait, je me disais, par exemple, sur le réseau social Instagram, le mot vaccin écrit ou oral, c'est-à-dire que si on parle à sa caméra sur Instagram et qu'on prononce le mot vaccin, même si on dit vaccin contre la grippe, instantanément, la story Instagram va être accompagnée d'un complément d'information gouvernementale sur le Covid et sur la vaccination. Ouais. Ça vous paraît pas curieux, ça, quand même, ce 2 poids 2 mesures, cette instrumentalisation politique des règles des réseaux? Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, je répète, nous, on a conçu ce rapport comme une ouverture, quelque chose auquel tous les citoyens peuvent avoir accès, et pas simplement le pouvoir politique. Que de son côté, le pouvoir politique ait envie de diffuser une parole scientifique, qu'il considère comme la parole scientifique sur les réseaux, on peut se poser la question de toute manière, puisque nous, notre idée, c'est d'empêcher au maximum toute interférence, quelle qu'elle soit, par rapport au débat et à la pluralité surtout. C'était surtout ça, en fait, notre idée. Et là, l'incitation que nous voulons proposer, notamment aux diffuseurs de médias, c'est-à-dire aux GAFAM, pour ne pas les citer, c'est leur demander surtout de privilégier la pluralité et essayer, tant que faire se peut, d'empêcher les discours qui soient excessivement loin d'une réalité objective. Donc pour ça, ce qu'il faut notamment, c'est que les scientifiques de toutes sortes puissent avoir accès aux à la données manière pour travailler. Exactement, dont les GAFAM notamment conçoivent ce qu'on appelle les algorithmes. Car vous savez bien comment ça se passe. Récemment, une des dirigeantes de Facebook, Frances Haugen, a mis le doigt sur ce qui se passait justement dans sa société et montré que les dirigeants de Facebook, ils avaient un peu tendance à favoriser tout ce qui relevait, de l'information un peu spectaculaire. C'est ça, elle a joué un peu le rôle de lanceuse d'alerte. C'est une ex de Facebook, c'est ça. Exactement, elle a joué ce rôle de lanceuse d'alerte. Et donc c'est surtout ça l'idée, c'est de faire qu'il y ait une pluralité, que dans cette pluralité ne soit pas forcément privilégié tout ce qui est extrême,
tout ce qui est véritablement... Mais comment lutter? On a des choses complètement folles. Comment lutter comme ça contre la désinformation tout en préservant la liberté d'expression? Où se trouve la limite? Qui fixe les limites de ce qu'on a le droit de dire sur les réseaux? Mais nous, j'allais dire, c'est pas notre propos. Les limites, il y en a pas a priori. Si vous pouvez confronter tout type de discours avec d'autres, c'est ça qui compte. Donc la pluralité il y a une première chose qui était quand même très importante pour nous, parce qu'on en a beaucoup parlé, et ça fait partie de nos préconisations, c'est d'abord éduquer non seulement les jeunes, les enfants, mais tout citoyen à la compréhension des réseaux sociaux, parce que c'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est que tout citoyen puisse se rendre compte que tel ou tel discours, tel ou tel site, il est un petit peu dans l'extrapolation, parfois même dans l'outrance très souvent, mais aussi quelquefois dans quelque chose de totalement irréel. Donc c'est ça, à partir du moment où vous avez une éducation à la compréhension des réseaux sociaux, ça me semble très important. Savoir comment ça marche, apprendre aux gens comment ça marche. Et aussi limiter l'entre-soi aussi, parce que sur Twitter, par exemple, l'algorithme va faire en sorte qu'on n'est que entre gens de notre propre camp. On est trop rarement confrontés aux autres. La fameuse bulle de filtration, parce que vous dites qu'il n'y a pas de débat, mais il y a beaucoup de débats, il y a même beaucoup de débats extrêmes, et les gens ne se parlent qu'entre eux. Exactement. C'est ce qu'on appelle aussi l'enfermement cognitif. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une logique, dans un discours, dans un certain nombre de thématiques, dans une manière de voir les choses. Et on n'est plus confronté à l'autre, et donc il n'y a plus de frein. Et donc, Exactement. Mais ça, pour nous, c'était quelque chose, c'est peut-être le pire danger, ça, c'est qu'on se replie sur des formes de communauté, de communautarisme, et donc de séparatisme. Sur YouTube donc, on aussi, c'est comme ça. vraiment des enjeux sociétaux qui sont très importants aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension de préconisation et des solutions que vous apportez. Alors, il y a notamment, vous avez fait mention de ça, l'accès à la boîte noire, ce qu'on pourrait appeler la boîte noire, notamment pour les chercheurs, pour mieux comprendre et donc mieux diffuser dans le public les règles de fonctionnement qui sont opaques. Mais il y a d'autres préconisations. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que regardez ce qui s'est passé avec la défense des libertés individuelles, de l'accès aux informations. Ça, tout le dispositif RGPD. On pourrait dire tout ça pour ça. Parce qu'il y a tout un dispositif énorme. On a voulu appliquer ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On est obligé de cliquer ou de double-cliquer pour accéder à des sites. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça change? Les libertés et les informations sont pompées par les GAFAM. Donc là, qu'est-ce que vous proposez d'efficace pour lutter contre finalement cette absence de régulation par un tiers? Parce qu'il y a des gens qui émettent des informations, il y a des gens qui les reçoivent et il n'y a pas de tiers. Et les plateformes, elles disent mais c'est pas mon problème. Vous proposez des choses concrètes ou pas? On propose d'abord, je le répète, de donner accès aux chercheurs, à ceux qui travaillent sur ces questions, vis-à-vis ou par rapport ou à l'intérieur justement de cette boîte noire des GAFAM. Il faut absolument qu'on puisse voir comment ils fonctionnent, comment ils sélectionnent, comment ils choisissent justement de diffuser cette information, cet espace numérique. Et puis, mais ça c'est très important, Jean Garrigue, mais ça serait presque un secret d'initié pour d'autres initiés que sont les chercheurs. Ça pose, c'est vrai, mais vous avez raison, ça pose aussi la question d'une sorte de privilège des scientifiques qui serait mais que nous considérons a priori comme ouvert justement à ce débat intellectuel, politique d'ailleurs, parce qu'il y a des dimensions politiques, et qui permettrait au moins d'ouvrir la boîte noire au monde extérieur, ce qui est quand même aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Et d'ailleurs, les représentants des GAFAM que nous avons auditionnés, finalement, ils sont pas tout à fait hostiles. Bon, on n'a pas de réponse ferme et définitive, mais on s'aperçoit qu'ils commencent à comprendre les enjeux qui sont là, qui sont forts, et que peut-être les choses pourraient évoluer. Alors, il y a plein de choses aussi, c'est-à-dire que nous, on insiste beaucoup aussi sur une dynamique européenne. Et pas seulement européenne d'ailleurs, une dynamique mondiale pour justement essayer de mieux comprendre ces phénomènes, mieux les contrôler. Bon, je le répète, tout ça est ouvert et on essaye d'avoir des préconisations qui vont engager d'autres institutions, d'autres pouvoirs,
vers justement cette régulation. En tout cas, je trouve que votre travail est vraiment impressionnant. J'incite tous les auditeurs à aller le consulter. Surtout en 3 mois. Cette commission, c'est très bluffant. Vous avez fait un super boulot. Moi, je peux me permettre, la critique est aisée, bien sûr, comme on dit, mais cette remarque, c'est-à-dire que ça a mis beaucoup de temps pour qu'on comprenne comment les journaux étaient contrôlés finalement aussi par des intérêts économiques. Là, vous ne dites rien des contacts, enfin, vous voyez, les états-majors de Facebook, de Google, etc. Il y a quand même des politiques là-dedans, ou d'anciens politiques. Il n'y a pas un mot là-dessus finalement. La colonisation par les politiques dans tous les pays d'ailleurs, il n'y a pas que chez nous, de ces états-majors, de ces GAFAM. C'est bizarre, non ? Alors, c'est pas tout à fait exact parce que on essaye justement, il y a tout un chapitre sur l'économie des infox et la manière dont justement des intérêts économiques sont en jeu derrière. Oui, l'économie, mais pas le politique des infox, pas la politique. Alors vous avez raison, ça ferait sans doute partie d'un complément, d'un travail qui convient de mener. On a parlé de ces choses-là dans nos débats, mais je le répète, là encore, je crois que les 3 mois, c'était vraiment très très court pour tout traiter. Mais c'est un vrai enjeu que vous pointez là. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça, à cette nébuleuse de pouvoir, justement, qui a tendance un peu à contrôler à l'échelle internationale cet espace numérique majeur. Parce que le danger, de communication majeur. Le danger économique et les intérêts économiques, ça, tout le monde l'a bien intégré, tous les citoyens l'ont bien intégré, mais le problème, c'est que ces intérêts économiques se font passer pour neutres, et ils le sont, à mon avis, pas vraiment, quoi. Bon, mais... C'est vrai. Alors, sans compter toutes les interférences d'État à État dans les campagnes présidentielles et autres campagnes politiques. Ça s'est passé à maintes reprises. Bon, on connaît l'exemple de la campagne américaine, mais il y a des tas d'autres exemples dans le monde de la manière dont une récupération politique. Jean Garrigue, merci infiniment. Vous connaissez, Élysée, le Tinder de la politique ? Oui. Et ben voilà, on va en parler juste après. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jean-Garrigue. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Au revoir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que cette émission a aussi une fonction intergénérationnelle, de connecter des boomers complètement déconnectés comme moi, de jeunes millennials hyper méga geeks, comme notre invité d'aujourd'hui, François-Marie, 19 ans, brillantissime, qui a lancé l'appli qui fait le buzz de cette présidentielle. On va en parler tout à l'heure. Un peu de suspense. Soyez le bienvenu d'abord. Merci. Mais je vais laisser une autre millennials, un peu moins geek, vous présenter l'application et le contexte. Je sais pas, moi je suis millennials, mais vous êtes plutôt génération Z, non ? Plutôt, ouais. Voilà. Pas de politique, Moi, on a dit. non. Pas de politique. Alors, c'est l'application du moment, passée numéro 1 des téléchargements dans la catégorie news et magazines en France. Le but est louable, intéresser nos jeunes à la politique et les inciter à voter. Le concept est très simple, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez Tinder, Guillaume, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais non. c'est l'application de rencontre la plus populaire chez les jeunes et même chez les moins jeunes, d'accord. Le principe, enchaîner les profils des prétendants, swipez à droite si on aime le profil, swipez à gauche si on ne l'aime pas. Eh bien, l'application Élise, c'est pareil, mais pour la politique. L'utilisateur choisit s'il est d'accord ou pas avec différentes propositions politiques qui lui sont proposées. Par exemple, réduire le nombre de fonctionnaires, créer un vice-premier ministre de l'écologie, reconnaître le vote blanc, etc. Selon qu'il se sente d'accord ou pas d'accord avec ces propositions, il va donc balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite, et à la fin, il se voit attribuer le candidat à la présidentielle dont il est le plus proche. En gros, l'application vous dit pour qui voter. En 2 semaines, les créateurs de l'application ont revendiqué plus d'1 million d'utilisateurs, n'est-ce pas ? Donc un énorme succès, mais qui 1 vient... million en 2 semaines, pas mal, hein, quand même. Qui vient forcément avec son lot de complications. On est d'accord ? Numéro 1, les données personnelles. Donc l'application proposait au départ... RGPD. Aux utilisateurs de renseigner leur âge, leur sexe et leur code postal. Je précise, et vous l'avez précisé, que ces renseignements n'étaient pas obligatoires. L'utilisateur pouvait très bien choisir d'utiliser l'appli sans fournir ces informations. Mais on sait ce qu'il en est, tout le monde clique. Bon. Mais bon, certains étaient quand même très inquiets. C'est notamment le cas du CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est un peu les gendarmes des données personnelles. Désormais aux aguets, qui gardent un œil sur vous, sur l'application, pour que ne se répète pas le scandale du Cambridge Analytica. Vous vous rappelez, Guillaume, qui avait mené Facebook à la plus grosse amende de son histoire. C'était 5 milliards d'euros, il me semble, en 2019. Oui, il faut rappeler que ce sont des proches de Donald Trump
Trump, et notamment Steve Bannon, qui avait investi dans un système dont on dit qu'il a permis d'influencer le vote du Brexit. Bon, enfin, faudrait le vérifier. On a aussi problème d'algorithme. Donc sur Twitter, on a Jean-Luc Mélenchon qui avait dénoncé un coup tordu après que des internautes aient découvert. Et il s'y connaît. Ouais. Ils avaient découvert que si l'utilisateur acceptait toutes les propositions à la suite, c'est-à-dire il swipait à droite tout le long, eh bien c'est Emmanuel Macron qui arrivait en tête des propositions. Et on l'a. C'est pas bien ça. C'est pas bien comme biais. C'est pas bien. Vous allez nous en parler. Vous allez faire votre outing macroniste. Vous inquiétez pas tout à l'heure. Numéro 3, on a un ingénieur nommé Mathis Hamel qui avait révélé sur Twitter qu'il avait découvert une faille de sécurité dans l'application et ça lui a permis de craquer l'appli. Et voilà comment il a ajouté aux propositions existantes virer Jean Castex et nommer Mathis Hamel à sa place. Bon. C'est plutôt mignon, il n'a pas fait ça pour vous faire du mal. Et puis d'ailleurs, je pense que j'ai entendu dire que vous aviez réparé cette faille, n'est-ce pas, François? En tout cas, bravo, c'est très impressionnant. Vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes en école de commerce, École de commerce, et donc l'appli, je l'ai cofondée avec Grégoire Cascara, qui a 22 ans, qui est à l'ESCP. À l'ESCP. Et vous êtes HEC Montréal. Voilà. Et l'idée est venue comment? Alors l'idée, elle part du constat qu'on partage depuis quelques mois, même plusieurs années avec Grégoire, qui est de voir l'abstention record chez les jeunes, notamment aux dernières élections régionales et départementales, dans lesquelles 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés pour aller aux urnes. Et on voulait créer un outil. Donc réconcilier les jeunes qui puisse réconcilier les jeunes avec la politique. On voulait utiliser les codes de notre génération, donc on a repris le principe de Tinder et on a mis des propositions à la place. Même sur l'application, l'interface, on a repris certains éléments de design de Tinder, notamment sur le profil des candidats, pour que ça parle vraiment à notre génération. Et donc vous n'êtes pas du tout militant politique, vous êtes seulement militant pour le vote. C'est ça. Mais alors, pour le vote. Comment vous répondez à cette accusation, ce coup bas de Juliette Briens, le biais de confirmation? Moi, j'ai fait le test, c'est vrai. Quand on dit oui à tout, on arrive à Macron. Alors peut-être que c'est comme dans la vraie vie. Si on dit oui à tout, on est pour Emmanuel Macron. Finalement, ça correspond à une tendance, une espèce de comportement socialement docile. Mais grosso modo, il y a quand même ce phénomène. On dit oui à tout. C'est vrai qu'on tombe quand même sur le vote Macron. Expliquez-nous. Alors c'est un bug. Vraiment, c'est. Bon. Non, en fait. Refaites-le. C'est un vrai bug. C'est vraiment un bug. Et d'ailleurs, si vous voulez. Voir d'où vient l'origine du bug, on a mis le code en open source. Donc ça c'est un autre point. On l'a mis il y a 2 jours pour être totalement transparent sur l'algorithme et pour voir qu'il n'y a pas de biais politique. Et en fait, pour l'explication technique très simple, il se trouve que Macron a l'identifiant numéro 1 dans la liste des candidats et JavaScript trie les tableaux par identifiant quand il y a ex aequo. C'est vous qui avez codé l'application? Absolument. Où est-ce que vous avez appris à coder? J'ai appris tout seul. Est-ce que toute la génération Z sait coder? Non, justement d'ailleurs on recherche développeurs s'il y en a qui veulent nous aider. Moi j'ai une maternelle à côté de chez moi, ils savent coder déjà, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Mais autodidacte. Ouais, totalement. C'est impressionnant quand même. C'est là vraiment. On est dans le vif du sujet. Il y a vraiment une génération qui code. Vous avez fait de la pub ou ça a été spontané ce succès? Vous vous attendiez à un tel succès, 1 million d'utilisateurs? Pas du tout. En fait, au départ, on penchait peut-être sur 20 000 utilisateurs en 2 semaines. Ah oui. Là, on a eu. Largement on est à 1 800 000 aujourd'hui, au moment où je Mais parle. est-ce que c'est vrai que dormir sur un yacht, en fait, on a mal au cœur ou pas? Vous avez acheté votre premier yacht là avec non, non, on n'a pas touché 1 centime. Non, c'est vrai. Alors ça, c'est important de le dire aussi. Oui, on n'a pas touché 1 centime. Non, mais j'ai fait un peu une blague, mais c'est vraiment une application civique. Il y a vraiment un état d'esprit civique. C'est un projet citoyen. Pour l'instant, ça le reste. Et sur la question, je sais plus quelle était votre question. Est-ce que vous attendiez un tel succès? Est-ce que vous avez fait de la pub ou est-ce que le succès a été spontané? Non, en fait, ça a pris un engouement assez automatique, on va dire. Beaucoup de gens le repartageaient sur Instagram et notamment sur Twitter, les gens repartageaient leurs résultats et donc après ça a fait un engrenage quoi et ça s'est pris tout seul. Donc non, s'y attendait pas du tout. Votre compère, non, c'est vous qui êtes d'HEC Montréal. Absolument. Ça veut dire qu'en Amérique du Nord, enfin en tout cas au Canada, ça existe déjà ou pas? Vous êtes inspiré de quelque chose qui existe ou alors c'est vraiment une innovation franco-française? Alors les civic tech, il y en a beaucoup qui existent, notamment des comparateurs de programmes. Mais pas ce modèle-là, la Tinder. Non, il me semble que. Alors il y a des choses qui se rapprochent, mais pas directement comme Elise. Et en fait, vous avez par exemple Politiscales qui a beaucoup fonctionné, notamment sur Twitter, beaucoup de gens qui repartageaient leur score Politiscales. Donc nous, on voulait jouer là-dessus aussi avec des gens qui repartageaient leur score Elise, ce qui a d'ailleurs fonctionné. Mais la civic tech, après, c'est un sujet qui nous passionne avec Grégoire. Donc si derrière, on peut se développer
et créer d'autres outils du genre, ce serait top. Tout à l'heure, dans la présentation d'Élise par Juliette, si je puis dire, on avait cette idée qui est ressortie, qui me semble une idée très, très juste, c'est-à-dire que là, on arrive dans un univers où pour savoir ce que je pense, je vais interroger la machine. C'est-à-dire, je vais pas faire aller voir une cartomancienne ou regarder une boule de cristal. Non, je vais demander aux algorithmes, mais qui suis-je, algorithme? Qu'est-ce que je pense? Pourquoi je vais voter? Est-ce qu'on va en arriver là ou pas? Non, nous c'est vraiment pas l'objectif, c'est pas de dire pour qui l'utilisateur doit voter. Hein. L'application ne dit pas voter pour votre top 3. Nous, on essaye de déjà intéresser. Alors déjà, c'est un top 3, c'est pas un candidat qu'on vous attribue comme ça en disant faut voter pour lui. Alors il y a un podium, mais du coup il y a un top 1 également. Mais, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer que vous pouvez avoir des idées qui se rapprochent d'un candidat ou de plusieurs candidats même. D'ailleurs, dans la nouvelle fonction, dans la nouvelle version, on a une fonction ex-aequo, comme ça on évite d'avoir Macron en tête quand ça arrive. Vous avez rajouté ça. Oui, parce que on a eu énormément de retours et c'est normal. Et voilà. Ouais, quelle est la suite pour vous? Vous comptez créer d'autres applications? Est-ce que vous allez racheter BVA ou un institut de sondage? Parce que vous êtes un peu à la navette spatiale ou à la NASA, parce que Elon Musk est à la NASA. Alors ouais, BVA, non? Ça me permet de faire la transition sur les données personnelles. Oui. On a eu beaucoup de critiques et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Vous avez peur que vous vendiez les données au parti, quoi. Exactement. On avait un article qui était très flou dans nos conditions générales d'utilisation qui disait qu'on pouvait potentiellement revendre les données. Alors évidemment, nous, on n'avait pas prévu de les revendre à un parti politique ou à un staff de campagne. Il n'empêche qu'on aurait pu, pourquoi pas, aider des chercheurs ou des instituts à faire des études pour analyser la manière, ce que pense notre génération aujourd'hui sur certaines propositions. Bon, il se trouve que vraiment, la récolte de données, ça a posé beaucoup de problèmes, donc on a pris une décision simple. On a supprimé toutes les données. Si vous anonymisez, vous pouvez en fait en tirer quand même des enseignements. Oui, mais après on voulait travailler avec des chercheurs en sciences sociales pour. Effectivement, ça on peut l'imaginer dans un futur proche, mais en tout cas pour l'instant on a préféré ne prendre aucun risque. On a tout supprimé de nos serveurs et on ne récolte plus aucune donnée maintenant. Eh ben vraiment félicitations. Bravo, pour cette application. Moi tous mes amis m'en parlent, donc. Vous avez la carte PSI, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà. Bon, maintenant on parle auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau, et cette semaine, vous allez voir l'utilisation de l'automobile non pas comme une arme de chasse, mais enfin, qu'est-ce qui se passe si du gibier, par exemple un sanglier, percute votre véhicule? Oula, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé 3 marcassins. Eh ben restez avec nous, vous allez avoir la réponse. Ah oui, ouais. Merci Guillaume. Merci, bon week-end à tous. Merci François. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.